Quoi savoir de l'incendie tragique survenu à Val-d'Or ce week-end et quelles ont été les couleurs politiques de la région au courant du demi-siècle dernier? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Val-d'Or. Le décès de la septuagénaire qui manquait à l'appel depuis samedi à la suite de l'incendie dans le secteur du Buisson a été confirmé par la Sûreté du Québec. Et Félix, elle a été retrouvée seulement dimanche au lendemain de l'événement. Oui, la femme a été découverte dans les décombres où son décès a malheureusement été constaté sur place. La Sûreté du Québec dit l'avoir identifié et que la famille a été avisée. Pour ce qui est de l'homme qui était aussi présent dans la maison incendiée, il aurait, lui, sauté par la fenêtre avant la venue des pompiers. Il a été pris en charge par les paramédics et par la suite reconduit au service hospitalier. Il est hors de danger, même s'il était dans un état critique il y a 2 jours. On écoute le directeur adjoint du service incendie de la ville de Val-d'Or, Éric Lafleur, nous expliquer ce qui s'est passé. 21h53, on a reçu l'appel, dans le fond, de la centrale, comme de quoi qu'il y avait un incendie confirmé à l'adresse du Buisson. Et à notre arrivée, en fait, il y avait fumée et flammes qui étaient dans la partie garage, qui était en train de se propager à la résidence. La résidence était déjà impliquée là, environ à 25 à notre arrivée. En fait, c'est un feu de bonne ampleur, fumée et flammes, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui s'était aussi propagé à 2 voitures en avant, une roulotte. Dans le fond, le développement de l'incendie normal. Puis nous autres, bien, on n'a pas de bonne fontaine dans ce secteur-là, donc on a voulu faire du transport d'eau. Ça a mobilisé, dans le fond, des pompiers d'ici, plus des pompiers de Malartic, Rivière-et-Bas. Donc on était 35 à combattre l'incendie, qui s'est terminé aux alentours de 4h50 le matin. En terminant, Anthony, la Sûreté du Québec précise qu'il ne s'agit pas d'un incendie criminel. Parfait. Merci, Félix. Je vous en prie. Et on poursuit en politique fédérale. L'Abitibi-Témiscamingue, comme le reste du pays, est officiellement plongé en campagne électorale depuis hier. Mais connaissez-vous l'historique des politiciens de la région ou encore depuis combien de temps le Bloc québécois domine-t-il les scrutins? Les réponses dans mon reportage. 20 ans, c'est le nombre d'années depuis lequel un député libéral n'a pas été élu dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Ce chiffre monte à 25 lorsqu'on parle de la circonscription d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et You. Depuis 57 ans, le paysage politique de la région a porté plusieurs couleurs. De 1968 à 1979, le duo père-fils de Réal Cahouette et de Gilles Cahouette domine la scène politique régionale avec le parti Ralliement créditiste. Bien connu dans la région, Réal Cahouette aura su dessiner les bases de la politique de l'Abitibi-Témiscamingue. En 1979, le natif de Palmarol, Henri Tousignan du Parti libéral de Pierre-Éliott Trudeau, prend les rênes de la région 6 ans pour 2 mandats jusqu'en 1984. Il est défait en 1984 par le progressiste conservateur et homme d'affaires Gabriel Desjardins, qui, lui, restera en poste pour 2 mandats jusqu'en 1993. Depuis 1993, une véritable histoire d'amour semble s'être écrite entre les Témiscabitibiens et le Bloc québécois. Dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, la lune de miel bloquiste a commencé avec Pierre Brien, qui restera en poste 10 ans jusqu'en 2003. Il sera succédé brièvement de 2003 à 2004 par le libéral Gilbert Barrette du gouvernement éphémère de Paul Martin. Gilbert Barrette sera par la suite battu par le bloquiste Marc Lemay. M. Lemay reprendra la danse nuptiale avec la région avec 3 mandats consécutifs de 2004 à 2011, puis en 2011. C'est fascinant de voir l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la vague orange qui déferle sur le Québec et sur la région. Christine Moore devient la première femme et la première députée du nouveau Parti démocratique à être élue dans la région. Cette dernière saura faire sa place et sera réélue de 2015 à 2019. Mais la région se souvient et n'est pas insensible au charme de Sébastien Lemire, qui est élu une première fois en 2019, puis réélu en 2021. Du côté d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et You, c'est pratiquement le même brassage politique qui s'est opéré depuis 2004.
entre l'élection du bloquiste Yvon Lévesque en 2004 et de la première élection de Sylvie Bérubé en 2019, qui est d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. Seul le néo-démocrate Roméo Saganache a su briser la domination du Bloc dans la région. Ce dernier a occupé la fonction de député lors de 2 mandats, de 2011 à 2019. Aujourd'hui, dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, on attend toujours un signe de vie des 4 grands partis fédéraux. Seul Sébastien Lemire a confirmé sa candidature. Du côté d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You, seul Sylvie Bérubé et le conservateur Steve Corriveau sont officiellement sur la ligne de départ. Donc, à la question « Aurons-nous droit à de réelles candidatures ou des candidatures de candidats poteaux pour faire face au Bloc québécois? » Eh bien, malgré que le premier ministre sortant Mark Carney affirme vouloir un mandat fort pour faire face à la crise canado-américaine, la réponse reste incertaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre équipe sera sur le terrain tout au long de la campagne jusqu'au jour du scrutin prévu, le 28 avril prochain. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, la programmation complète du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue sera dévoilée demain. Cela fait déjà plusieurs semaines que le festival nous a dévoilé quelques têtes d'affiche comme Vincent Vallière et Patrice Michaud en carte blanche, mais aussi Yvette Young, Joanne Shaw-Taylor et Elephant Stone. Demain, vous découvrirez tous les artistes qui feront partie de cette 21e édition. Le dévoilement a lieu au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 17h. Et au sport, dans la LHGMQ, les équipes de la région complétaient leur saison régulière ce week-end. Elles passent désormais en mode série. Un reportage d'Olivier Morin. Les Foreurs de Val-d'Or ont récolté 3 points sur une possibilité de 4 pour conclure leur saison. Vendredi soir, la troupe de Maxime Desruisseaux a subi un revers de 5-4 en prolongation face aux Cataractes de Shawinigan. Scénario contraire le lendemain alors que le Var-et-Or a signé un gain de 4-3 en temps supplémentaire face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mais ce qui retient l'attention, ce sont les plateaux qui ont été atteints par 2 joueurs. Il y a 2 de nos joueurs qui ont atteint les plateaux des 40 buts. Là, Philippe Veilleux est allé chercher 40 buts. Ensuite de ça, Noah Renard aussi. Il y a quelqu'un qui me glissait à l'oreille pas plus tard que ce matin, que je pense que c'était la première fois en 9 ans là, qu'il y avait un scoreur de 40 buts. Puis la première fois en 12 ans qu'il y avait deux marqueurs de 40 buts avec les Foreurs. Donc, très plaisant de voir ça. Les Foreurs sont maintenant en préparation à l'aube de leur duel en première ronde face aux Cataractes de Shawinigan. Je veux qu'on reste concentré sur nous. Je veux qu'on fasse nos choses à nous. Puis on fait plein de belles choses depuis Noël. Je trouve on a eu une super de belle fin de saison. Là, depuis les fêtes, notre équipe a vraiment pris un pas vers l'avant. Puis on fait des belles choses. Donc, je veux qu'on se concentre sur nous. Assurément, on va faire des petits ajustements parce que il y a des choses à exploiter qu'on veut faire. Mais on veut pas tout chambarder. De l'autre côté de la 117, les Huskies ont conclu leur dernier mois de la saison en remportant 8 de leurs 9 derniers matchs. Vendredi soir, la Meute a complètement maîtrisé l'Armada, l'emportant 6-0. Il s'agissait de la 8e victoire de suite des Huskies. La séquence a malheureusement pris fin samedi avec un revers de 4-3 face aux Cataractes. L'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, est satisfait de la fin de saison de son équipe. Ouais, on voulait s'assurer de jouer de la bonne façon, puis d'entrer en séries éliminatoires en jouant du bon hockey. Puis je pense qu'on était en mesure de faire ces choses-là. Puis maintenant, c'est juste de continuer sur cette lancée. L'équipe se prépare désormais pour les séries éliminatoires alors qu'elle affrontera les Olympiques de Gatineau. Les 2 premiers matchs de la série auront lieu ici même vendredi et samedi, tandis que les matchs 3 et 4 auront lieu le 1er et 2 avril prochain du côté de Gatineau. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige qui devrait cesser au courant de la nuit. Les minimums seront entre -5 et -6 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours de la neige avec des maximums de -1 degré Celsius. Et finalement, en aperçu pour mercredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums de -2 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.